Voilà, ça c'est des muscardins. Vous voyez, les petits muscardins, en Corrèze, il y en avait plein autrefois. Et c'est des petits rats, vous voyez, c'est adorable, qui vivent dans les zones humides. Hein, et il y en avait plein. Et aujourd'hui, ils sont en grand danger d'extinction. Il n'y en a plus beaucoup. Hein, ils sont devenus rarissimes. Ils ont été très largement remplacés. Vous voyez, une population de muscardins avec, on va dire, quelques familles de muscardins par hectare. Une fois qu'ils ont disparu, aujourd'hui, c'est quelques milliers de ratopiers par hectare qui les ont remplacés. Voilà. Dans le déséquilibre des écosystèmes, pour moi maintenant je prends le muscardin comme un symbole. Le jour où on aura de nouveau des muscardins, eh ben, ça veut dire que derrière tout sera de nouveau bien régulé. Quand il y aura des castors, vous voyez que c'est des architectes qui construisent des écosystèmes pleins de vie, et eux, c'est des indicateurs. Voilà. Je suis les muscardins dans les territoires. Dans les territoires, il y a de la vie. J'ai pris des photos de mon autre ami Jérémy, là, Jérémy Rizoud, qui regarde la vie du sol, qui a plein de petites bestioles dans le sol, des champignons, des bactéries, des nématodes, hein, ces espèces de petits vers microscopiques, et puis donc des champignons mycorhiziens. Là, on voit une espèce de racine avec du mycélium, hein, des mycerching. Voilà, et voilà. Vous voyez, c'est une petite racine et autour, il y a du mycélium avec des petits spores de champignons qui se développent. Ces petites spores de champignons, c'est l'appareil reproducteur de ces champignons qui vivent en symbiose avec les racines. Alors c'est important parce que ces petites spores de champignons, c'est ça qui va leur permettre de se déployer, de germer, de se diffuser dans nos écosystèmes. Et donc quand ces petites spores germent, ça fait des espèces de tissages fabuleux de ces fins mycélium, ces petits filaments blanchâtres. Il peut y en avoir des kilomètres et des kilomètres. On a mesuré que sur un arbre, sur un seul chêne, il y avait 7 fois et demi la distance de la Terre à la Lune de ces petits filaments blancs. Voilà. C'est prodigieux, il y en a beaucoup dans le sol, on a aussi beaucoup de bactéries, on voit notre microbiote, celui des humains, celui qu'on a sur une main, qui est très identique, ça a déjà été dit par Laurent tout à fait, avec Bleu Blanqueur et compagnie, très identique à celui qu'on a dans notre appareil digestif. Lorsqu'on a plein de saleté dans nos sols, on a plein de saleté dans notre appareil digestif et soudainement on est pris de toutes sortes de maladies auto-immunes ou des choses comme ça. Mais quand il y a plein de belles vies dans nos sols, et ben, dans notre appareil digestif, ça va bien et l'alimentation soudainement devient bonne, saine et digestible. Dans les champignons mycorhiziens, ceux qui vivent en association avec les plantes, on a une catégorie qui est la trame des champignons qu'on a actuellement en Europe. On les appelle ectomycorhiziens. On a une petite radicelle de chêne, elle fait 0,5 mm de diamètre, et à l'extrémité de cette radicelle, on a une espèce de pelote de ce fin mycélium qui là est noir. C'est un petit cénococcum, c'est un petit champignon qui ne fait pas de cèpe ou de truffe ou de choses comme ça à manger, mais qui est très très fréquent chez les pépiniéristes, hein, quand on cultive des arbres dans des petits pots. Hein, cénococcum. Voilà. Ce champignon est à l'extérieur de la racine. Ça, c'est une coupe de la même racine. En rouge, on a l'arbre, le chêne, et autour, en vert, le petit champignon. Ce sont des champignons qui sont adaptés au froid. Ils sont adaptés au froid. Donc, en été, quand la plante fait de la photosynthèse, ce champignon va être nourri par la photosynthèse, donc par les sucres que la plante va lui donner. Mais en hiver, quand tout s'arrête, de quoi se nourrit le champignon? Il va digérer la racine et il va digérer toute la matière organique qui est tombée dans le sol. C'est des champignons qui, en hiver, mangent du bois et en été, sont nourris par les plantes. Adaptés au froid, donc au secteur où il y a des hivers. Mais c'est une toute petite fraction des arbres, hein, ou des plantes qui sont connectées avec ça. Si on regarde comment se répartissent ces champignons sur la planète, ouais, donc là plus c'est rouge, plus ils sont abondants, et vous voyez en Europe, c'est tout rouge. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que quand on regarde aux États-Unis ou à l'est de la Russie, de la Chine et la Mandchourie ou le Japon, on voit que c'est jaune et qu'ils vont représenter que 50% des champignons qu'il y a dans les sols, alors que chez nous, ils sont majoritairement constitués de ces types de champignons-là. Hein, notre climat est en train d'évoluer. Hein, et vous voyez que le sud-ouest, il apparaît en orange. Donc en haut, c'est la carte d'aujourd'hui. 2050 en bas à gauche.
et 2100 en bas à droite. Pour Russie, le climat va pas tant changer que ça. On va pas être dans une situation forcément dramatique, mais vous voyez, moi qui habite dans le nord du Massif central, là où c'est bleu clair, 2040, le bleu clair n'existe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos forêts vont mourir ou brûler et être remplacées par quelque chose de nouveau qui apparaît en 2100, qui est le rouge, donc une forêt méditerranéenne, qui va arriver à la place. Ici, vous avez quand même beaucoup de chance, il y a quand même une grande stabilité dans la végétation qui va arriver. Par contre, au niveau des micro-organismes, il y a quand même un petit souci. Donc je passe là-dessus, c'est qu'en fait, il y a un autre type de champignons mycorhiziens qui est les champignons qui sont adaptés au chaud. Ces champignons, on les appelle endomycorhiziens, ils vivent à l'intérieur des racines. Et s'ils vivent à l'intérieur des racines, c'est qu'ils sont incapables de décomposer le bois. L'ectomycorhizien est à l'extérieur parce qu'en hiver, il mange la racine. Donc, mais si ce champignon était à l'intérieur de la racine, comme l'essentiel des champignons de la planète, il décomposerait, il pourrait manger les arbres par les racines. Mais celui-ci, il est à l'intérieur de la racine et donc il a une capacité fabuleuse, c'est que c'est lui qui pilote l'eau dans les plantes. Dans les zones humides, il fait circuler l'eau qui est trop accumulée dans les plantes, et dans les zones sèches, il fait venir l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un champignon qui agit comme un régulateur. Un grand régulateur, il peut être à l'intérieur des racines, il fait les petites spores, on les a vus tout à l'heure, et quand on regarde leur répartition, on voit quoi? On voit que en rouge, c'est les endroits où ils sont très abondants, dans les zones tropicales, et en bleu, c'est là où ils sont pas. Alors vous voyez, chez nous, en Europe, il y en a un petit peu par endroit. Et si je fais une loupe là-dessus, mais le Pays Basque, il y en a quand même un peu. Vous êtes déjà pas trop mal, il y a déjà une belle progression par ici. Mais en fait, globalement, c'est quand même pas beaucoup. Ça va représenter de l'ordre de 20%, 10 à 20% des trames de champignons sont déjà adaptées au réchauffement climatique. Partout ailleurs, on n'est pas du tout adapté, en fait, en Europe et en France. Alors que, vous voyez, les USA, la Mandchourie et tout ça, là, ils sont déjà top, ils sont déjà au point. C'est les champignons des forêts tropicales, c'est les champignons des forêts asiatiques. C'est où ça, à votre avis? Ça, c'est en Chine. Ça, c'est en Chine. Vous vous rappelez ces photos qu'on a vues du désert de Gobi, là, qu'ils ont commencé à faire? Regardez à droite, vous voyez les petits treillages qu'il y a en bas à droite, ils vont commencer dans le désert à y mettre des croisillons de plantes façon Oya pour retenir le sable dans les déserts. Et ensuite, ils ont commencé à planter toutes sortes d'arbres, dont des arbres fruitiers spécifiques de ces champignons endomycorhiziens. On est dans un désert. Entre le désert et cette photo, il y a 25 ans. Et la partie qui est en bas à droite, c'est encore un peu le désert. C'est juste en train de commencer à être réhabilité. On a l'impression que c'est un beau verger, peut-être en Normandie. Pareil, ça c'est une forêt asiatique. Vous voyez qu'il y a une grande diversité de rouge, de jaune. À l'automne, on voit la diversité des arbres. Grande diversité d'arbres. Pour que ces trames fonctionnent bien, elles ont besoin d'avoir une grande diversité d'arbres. Dans des études qui ont été faites en Europe et en Espagne notamment, il faudra avoir une trentaine au minimum, une trentaine d'arbres reliés à ce type de champignons pour avoir la diversité des trames de champignons résistants au sec. 30 et on dirait il faudrait 200, 230, 300, 400, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Au Japon, des forêts ont jusqu'à 1200, 1800 espèces d'arbres ensemble. En Mandchourie, 1200. Dans l'Amérique du Nord, là où c'est déjà en place, c'est de l'ordre de 500 à 600, 580 en moyenne, espèces d'arbres différentes dans les forêts résilientes. On est très loin des monocultures, on est très loin de ce qu'on appelle forêt ici, mais qui dans les Landes n'est qu'une agriculture d'arbres, de conifères. Voilà des exemples de ces forêts. Donc ça c'est aux USA, Et vous voyez que conifères, feuillus, il y a plein de choses qui se mélangent. Et ça c'est une de ces forêts qui est en train d'apparaître spontanément dans le Jura. Au milieu de sapins blancs, on voit qu'il y a plein d'érables qui viennent. Ce processus d'adaptation au réchauffement climatique
s'opère spontanément dans les lieux où on laisse les choses évoluer. Et dans ce lieu-là, c'est un endroit qui a été fortement touché par la tempête de 1999, dans lequel il y a eu beaucoup de bois qui n'a pas été récolté. Et dans ce bois qui s'est décomposé, l'écosystème a trouvé l'énergie pour bâtir quelque chose de nouveau. Chaque fois que je jette tout le bois, chaque fois que je jette toute la matière d'une parcelle, cette parcelle ne trouve pas l'énergie de faire quelque chose et donc elle refait ce qu'elle faisait avant. Quand on laisse du bois mort, quand on donne de l'énergie, et c'est pour ça que même dans nos systèmes agricoles, on apporte beaucoup de fumier, de compost, de BRF, de toutes sortes de matières organiques, on essaie d'avoir un maximum de production végétale pour que cette nourriture permette la métamorphose de nos écosystèmes. Et ça, c'est un truc qui est important. Ce que l'on montre actuellement comme une forêt royale, une hêtraie qui se trouve en Belgique, qui est la hêtraie cathédrale de, je ne sais plus trop d'où, de la Soigne, et donc sous Colbert. Et en bas à droite, vous avez la forêt de la Massane, qui est une hêtraie qui a 350 ans d'âge, dans lequel il y a même pas 30% des arbres qui sont encore des hêtres, mais dans lesquels il y a toute cette diversité d'autres plantes qui s'est mise en place. Et dans la Massane, c'est près de 600 types d'arbres différents qui habitent côte à côte, dans lesquels il y a déjà cette rame de ces nouveaux champignons tropicaux qui sont en train d'arriver jusqu'à nous et qui permettent l'adaptation de cette forêt à un endroit où le hêtre ne devrait même plus vivre aujourd'hui. Hein, parce qu'il fait trop chaud, trop sec, hein, le hêtre ne veut plus être là. Voilà. Des exemples au Kazakhstan de forêts, des forêts pleines de fruits avec 300 mm d'eau par an, 300 mm d'eau. Des pommes, des pommiers, des tas d'arbres fruitiers, des abricotiers, des noyers. Ça, à votre avis, c'est où? C'est dans le sud de l'Atlas. Vous voyez, c'est là. Hein, on se croirait en Normandie. Vous voyez? Et qu'on commence à voir ces champignons adaptés dans des endroits qui peuvent être en partie irrigués, mais pas nécessairement, hein, dans lesquels on a une grande diversité d'arbres fruitiers, d'arbres de plein de catégories différentes. Et là, on a au milieu du désert, dans un endroit où il y a très peu d'eau, on arrive à avoir des écosystèmes qui tiennent le coup, qui sont productifs. Et en l'occurrence, dans ces écosystèmes-là, ils arrivent à produire d'alimentation humaine par kilomètre carré, de quoi nourrir à peu près 450 personnes par kilomètre carré. Alors que la ferme France, dans sa productivité optimale, nourrit 130 personnes par kilomètre carré. Là, dans le désert, avec moins d'eau que nous, ici, ils arrivent à produire beaucoup plus, une productivité du territoire bien plus grande que celle qu'on a aujourd'hui, chez nous. Hein. Ça, c'est en altitude. On est au Ladakh, hein, dans des forêts exactement de cette même nature, qui sont arrivées avec... c'est des abricotiers et des peupliers, hein, arbres pionniers, peupliers qui font beaucoup de bois. Ces peupliers sont coupés, trognés régulièrement. Beaucoup de bois qui se décompose dans le sol. C'est important tout le temps qu'il y ait du bois qui se décompose pour nourrir les champignons et nourrir la métamorphose de nos écosystèmes. Et plein d'arbres fruitiers. Au Ladakh, là, ils nourrissent à peu près 300 personnes par kilomètre carré. À 3000 mètres d'altitude, c'est presque 2,5 fois la productivité agricole de la ferme France. Des sauvages au Ladakh. Hein. Le Ladakh, c'est près du Tibet, là, vous voyez, dans l'Himalaya. Vous regardez les abricotiers du Ladakh, l'abricotier d'altitude est originaire en fait, de ces pays-là. Ça fait des écosystèmes d'une surprenante productivité. Plateau de Mille Vaches, des endroits où on met les mêmes expériences, des endroits où on voit aussi des formes de productivité énormes, avec toute une série de plantes, des plantes à fleurs, des arbres à fleurs, des plantes ligneuses avec des fleurs qui, elles, sont déjà en train de muter et d'évoluer dans leur évolution. Pour connaître les arbres qui vont bien à planter ensemble, suivez les abeilles. Hein, la liste des bons arbres, c'est les arbres que les abeilles et que les pollinisateurs vont visiter. Suivez les abeilles, vous aurez les listes des arbres qui vont bien pour vous. Plus un arbre est attractif pour les abeilles, mieux il fonctionne pour les futurs écosystèmes. Et on n'est pas obligé d'avoir fait beaucoup d'études et de sciences. On a des listes, bien évidemment, de tout ce qui va bien, des listes qui sont immenses et prodigieuses, mais les listes qui sont bien adaptées à un territoire, c'est celles où les abeilles vont visiter. Hein, voilà. Je passe, les champignons, des mycéliums, l'azote.
Hein, l'azote, vous savez qu'on a besoin d'azote dans nos systèmes. Pourquoi a-t-on besoin d'azote dans les écosystèmes? Hein, donc en agriculture, on dit que NPK, c'est pour nourrir les plantes. Mais dans un écosystème, pourquoi il y a besoin d'azote? C'est pour nourrir des animaux. Les plantes sont faites de sucre, les animaux sont faits de protéines. Certaines plantes s'enrichissent spontanément en protéines, en fixant de l'azote atmosphérique, et qui font une nourriture privilégiée pour les animaux, toutes ces légumineuses que l'on aime bien, qui sont d'une grande quantité grâce à des petites bactéries qu'on appelle des rhizobiums. Regardez comme c'est beau, un rhizobium, avec son petit touffe de poils là sur les côtés. Ça bouge, ça fait des vibris, ils peuvent se déplacer, c'est absolument fabuleux. Et ils ont une couleur rouge, ils sont pleins d'hémoglobine. Cette hémoglobine comme nous. Comme nous. Ah. Et regardez comment sont les rhizobiums sur la planète. Ils se trouvent tout le temps à la frange des zones désertiques. Et vous voyez aux USA, la Californie, tous ces endroits-là d'où vient Suzanne, ils sont là en abondance et ils sont en train de préparer, de transformer la partie bleue pour qu'elle devienne pleine de ces nouveaux arbres, de cette nouvelle transition. Mais chez nous, où ils sont encore arrêtés tout au sud, dans la zone sahélienne. Voyez ? Et pourquoi ils ne sont pas venus jusque chez nous? Peut-être parce qu'il y a le désert, peut-être qu'il y a la Méditerranée à franchir, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur les rhizobiums dans le désert, ça c'est aussi très possible. Il y a plein d'acacias sauvages qui poussent dans le désert. À mon avis, ils sont déjà en train de monter sans même que nous nous en rendions compte. Quand je dis rhizobium, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'espèces différentes qui sont en train de migrer. C'est une migration du sud qui arrive jusque-là et auquel il faut qu'on commence à s'ouvrir de tous ces micro-organismes qui refont le monde. Les fabacées, ça nourrit du ver de terre, ça nourrit toute cette vie du sol. Tout ça, c'est des animaux, tout ça, ça a besoin de manger de la protéine. Et cette protéine-là, certes, nos élus sont aussi faits de protéines, les humains sont faits de protéines, et eux, on a du mal à les mettre en mouvement. Par contre, tout cela, on leur donne à manger, et je peux vous assurer qu'ils ont la reconnaissance du ventre. Hein, et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont se développer, les champignons vont décomposer le bois, tout ça, ça va aboutir sur la métamorphose. J'ai pas le temps, mais je voulais vous parler des canons à protons. Ça, c'est un canon à protons qu'ont inventé un champignon. Hein, c'est pas que, comment il s'appelle, le super machin truc là. Le gars, le super héros avec son canon à protons. Mais bon, les protons, ça décompose les matières organiques indécomposables, ça décompose les polluants, ça décompose les molécules de médicaments qui restent dans les eaux, et quand on met de l'eau polluée avec des champignons, en fait, ça les explose complètement, et ça permet d'avoir une eau belle, pure et saine. Canon à protons, des champignons qui décomposent le bois. Il faut du bois qui se décompose. Si on veut faire une mutation de notre milieu, il faut qu'il y ait du bois qui se décompose partout. Pour que nos écosystèmes agricoles actuels évoluent vers ces nouveaux écosystèmes, il faudra les nourrir de 25 tonnes de bois à l'hectare et de 10 à 15 tonnes de matière protéique à l'hectare. Aujourd'hui, quand on produit des vaches, on produit 1 tonne à l'hectare, et là, il faut qu'on produise 10 tonnes, en fait, globalement, de micro-organismes et de petits vers de terre et de petits insectes et de petites bestioles par hectare. C'est-à-dire l'effort qu'il faut faire pour nourrir le sol, l'effort qu'il faut faire pour capter le moindre rayon du soleil qui rentre dans le sol, qui fasse de la racine de la matière organique et du bois, pour que la métamorphose de nos écosystèmes puisse se bien faire. Des champignons, les castors, c'est les grands champions. Moi, j'ai démissionné depuis que j'ai rencontré les castors. Je leur confie volontiers mon avenir, beaucoup plus qu'à mes élus. Mais heureusement, il y a quand même quelques élus que j'aime bien. Hein, voilà. Je ne veux pas dire la même chose. Et voilà. Voilà. Et les castors. Juste pour rappeler que le biotope idéal de la vigne, en fait, on l'a découvert dans le sillage des castors. Hein. Il y a plein de vignes qui crèvent partout. Et quand il y a des castors autour, avec toutes les plantes, avec toutes les matières organiques, avec tout ce que les mycorhizes vont transporter en molécules de soins, même pour soigner le mildiou, ça marche bien à côté parce que l'écosystème produit toutes sortes de stimulateurs de défense naturelle et d'auxiliaires qui sont très très utiles pour la vigne. Un exemple. Rappelez ça, on n'a pas le temps de rentrer dans ce tableau, c'est juste pour dire que l'évolution naturelle de nos milieux va démarrer à partir des zones humides. Que la métamorphose, elle va se faire à partir des endroits où il y a de l'eau
Et à partir de ces endroits-là, il y a quelque chose d'important qui va se faire et qui va pouvoir se répandre dans toute la planète. Et que ce phénomène qui naît de zones humides, c'est le même parcours que la vie. La vie depuis l'origine est née dans l'eau et se répand dans l'univers. Et que quand ça va mal, c'est à partir des zones humides que quelque chose peut se passer. Voilà. Et de ces zones humides, je passe, les plantes de compagne, le castor, architecte de nos écosystèmes, une ripisylve à côté d'une, mais regardez comme elle est petite, comme elle est ridicule, comme il faudrait qu'il y ait plus d'autres vivants, qu'il faudrait qu'il y ait plus de place dans ces endroits-là. Il nous faut aussi des vieux arbres. Pourquoi des vieux arbres? Parce qu'un arbre, plus il est vieux, plus il a trouvé les moyens de bien vivre dans son écosystème. Certes, il a peut-être une génétique, une robustesse que d'autres n'ont pas eue, mais surtout, il a des liens, des relations avec plein d'autres êtres vivants qui lui ont permis de bien vivre jusque-là. Et quand on analyse la microbiologie du sol d'un vieil arbre, il y a entre 100 et 1000 fois plus de micro-organismes différents qu'auprès d'un jeune gland. Entre un vieux chêne et un jeune gland, c'est juste énorme la différence. Comment est-ce que ces écosystèmes s'adaptent? À partir des oiseaux. Vous vous rappelez de nos cartes avec les champignons, les bactéries qui sont en train de migrer du sud vers le nord, mais comment est-ce que ces trucs-là arrivent à venir jusque nous? Grâce aux oiseaux migrateurs. Regardez les grues. J'ai pris les grues parce que, vous voyez, elles passent par ici. Vous voyez, chaque fois qu'une grue vient du Maroc, chaque fois qu'elle a mangé une petite musaraigne, qui elle-même a mangé un petit ver de terre, qui lui-même a mangé de la terre, dans lequel on a vu qu'il y avait les spores de ces petits champignons, dans lesquels on a vu qu'il y avait les bactéries, les fameux rhizobiums qui vont nous aider à fixer de l'azote, dans lesquels on a vu qu'il y a des choses qui sont déjà bien adaptées au réchauffement climatique, et bien chaque fois qu'une grue vient se poser dans une zone humide, ici, en Pays Basque, ben dans le premier caca qu'elle va sortir, il va y avoir un trésor. Et ce trésor, il va être là. Et un autre petit oiseau qui va se trouver dans cette zone humide, qui va boire de l'eau, qui va boire une petite bestiole qui vient là-dedans, et qui va remonter en amont du bassin versant. Le moindre petit poisson, un petit saumon, paraît-il qu'autrefois il y avait plein de saumons ici, qui vivaient en bas, qui va gober 2-3 bricoles, et qui va les remonter jusqu'en amont des bassins versants. Et peut-être pareil avec les anguilles, avec les aloses, avec plein d'autres poissons qui peuvent être ici, qui remontent jusqu'en haut, et ben, ils vont réensemencer la totalité de notre écosystème, de nos biotopes, de ce qui vient du sud, de ce qui va permettre la mutation et l'adaptation de nos écosystèmes. Les oiseaux sont nos précieux alliés. Je prends ici l'exemple simplement du rossignol philomène. Ce sont des animaux que j'adore. Ils font jusqu'à 7000, 8000 km de migration alors qu'ils pèsent que 28 grammes. Et ils se nourrissent d'insectes, ils se nourrissent de petites larves, ils se nourrissent de choses qui sont dans le sol, ils se nourrissent de trucs qui sont pleins de microbiotes, pleins de ces micro-organismes du sud. Chaque fois qu'un rossignol arrive dans mon jardin, vous savez, les rossignols, ils vont de jardin en jardin. Et ils aiment bien les humains. Ils se mettent sur la plus haute branche. Dans certaines régions, on dit qu'ils sont mélancoliques. Dans d'autres, on dit qu'ils parlent d'amour. Moi, j'ai l'amour mélancolique, ça me va bien. Et donc, chaque fois qu'un rossignol vient dans le jardin, et bien, en fait, au printemps, quand il arrive, il apporte avec lui un petit peu de ce qui va permettre à mon jardin d'évoluer. Et j'espère que celui qui arrive à la maison, c'est celui qui était dans l'oasis qu'on a vu juste avant, qui était au sud marocain, et qu'il est peut-être passé un petit peu par le Portugal, un petit peu par l'Espagne, il a franchi les Pyrénées, il est venu ici, ou il est venu jusque chez moi, apporter un petit peu de tout ce qu'il a traversé, qui va permettre l'évolution et la mutation de nos écosystèmes. On est au pays des palombes, bien sûr j'ai rajouté les palombes. Vous voyez, les palombes sont sur des couloirs de migration. Pour toutes les palombes que vous abattez ici, c'est l'écosystème de Corrèze que vous empêchez d'évoluer. Je voulais aussi vous dire cela, parce que certes, je fais partie des gens qui aiment bien le pâté de palombe. J'aime bien là-dessus. Mais il y a des moments, laissez-en passer pour les copains, s'il vous plaît. Laissez-en passer les palombes, les grives et ainsi de suite. Il faut vraiment essayer d'œuvrer avec eux. C'est eux qui métamorphosent l'écosystème, et en plus avec une grande précision, parce qu'une palombe qui a été dans un lieu, dans un champ en Italie, ou en Espagne, ou au Portugal, elle va essayer de trouver le même lieu, le même champ, la même forêt, les lieux qu'elle rencontre déjà, et elles amènent les microbiotes, les bactéries, les champignons de lieux qu'elles connaissent vers d'autres lieux qu'elles connaissent, qui sont souvent constitués des mêmes plantes, et font évoluer d'une façon merveilleuse nos milieux. Les oiseaux migrateurs,
il y a un siècle, il y en avait 100 fois, pas 100 fois, 10 fois plus qu'avant. Hein. On n'a plus que 90% de disparition des oiseaux migrateurs, il ne reste plus que 10% de ce qu'il y avait avant. Voilà. Et donc là, on a vraiment un gros job à faire. Et tous les endroits dans l'école, là, tous ces goulots d'étranglement, là, dans lesquels, certes, la tradition et tout ça, à l'époque, il y avait beaucoup d'oiseaux à chasser, mais c'est pas de souci, quoi. Mais aujourd'hui, chaque palombe qu'on bousille là-dedans, récupérez-nous quand même les appareils digestifs, tout ce qu'elles ont à l'intérieur, et moi, je viens les récupérer pour les amener chez moi, quoi, à minima. Mais au moins, faites ça. Au moins, faites ça. Voilà. Je passe là-dessus. La zone de Calais. La zone de Calais. Voyez, tous ces migrants qui arrivent là. Vous savez que la zone a été interdite. Elle a été évacuée. Dans la zone de Calais, après le départ de tous ces gens qui étaient là, qui étaient abandonnés. Moi, ça m'a fait pleurer parce que vous savez, ces gens, ils sont arrivés là ils viennent de pays anglais, du Commonwealth, anciennement du Commonwealth, et on leur a appris à l'école que jamais la reine ne les abandonnerait. Et ils sont venus là, et ils prennent les Français pour des enfoirés, parce qu'on les empêche d'aller voir la reine qui veut les sauver et qui veut les nourrir. Ouais. Elle est morte. Le roi maintenant, mais à l'époque c'était encore la reine. Voilà. Et dans la zone de Calais, dans ce tas-là, cet endroit précis où il y a tous ces migrants qui sont tous arrivés, et certains avec un petit peu de terre dans leur poche de leur pays, et bien à cet endroit-là est en train de naître la trame endo-mycorhizienne, la plus belle que je n'ai jamais vue en Europe. À cet endroit-là. Et vous voyez que nous, humains, on peut accueillir des migrations des animaux, des oiseaux, des humains, accueillir aussi un petit peu de terre qui peut venir de plus au sud. Hein, et c'est ce que tu as fait en apportant un petit peu de la terre d'ici, à côté d'une rivière, où il n'y a pas encore le castor, mais il y a la loutre, il y a qui d'autre? Et la genette. Une genette en plus, voilà. Un petit peu de cette terre, et cette terre, je vais la prendre avec moi et la ramener en Corrèze, parce que là-dedans, il y a déjà un petit peu plus de vie que chez moi, plus au nord, et qu'en faisant ce petit geste tout simple, eh ben, je mets mes pas sur ceux de la nature, j'apprends à vivre avec elle, et j'aide à la nature qui est chez moi à tenter de mieux vivre et de s'adapter aux évolutions du milieu. On a des choses énormes à remettre en place. La nature l'a très bien fait depuis des milliards d'années, mais qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on apprenne à le faire, à composer avec elle, et peut-être moins contre elle. Et quand on avancera tous là-dedans, mes petits muscardins reviendront, et là tous on pourra dire « Ouais, la vie est belle hein !» Et en attendant, eh ben, on n'abandonne pas, on garde la pêche, on garde le sourire, et s'il faut faire une mêlée, on fait une mêlée de temps en temps, ça fait du bien aussi, hein, mais on y va, quoi. On y va, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a les castors, il y a les poissons, il y a les micro-organismes du sol, il y a les oiseaux, et que tout ça, ça concourt à nous aider. Vous voyez, et c'est pas nous qui allons sauver la planète, c'est la planète qui va nous sauver. Voilà, la vie est belle. Merci.